Bonjour, bienvenue à tous dans cette série spéciale Tech que j'organise et que j'enregistre avec Kevin Couvet, qui est notre CTO chez Cosa Vostra. Salut Kevin, ça va? Bonjour, super. On a fait un bout de chemin ensemble et c'est très cool chez Cosa Vostra. On travaille en e-com pour Fauchon, Corsica Ferry, Saint-James, Louis Erard, Tagoyer, Twinnings, La Nature et Fairflex, des très grands, des plus petits, sur des sujets de refonte, de replatforming, de CRM, de choix de CMS, et c'est les sujets qu'on aborde dans cette série spéciale. Dans cet épisode, on parle migration, qui est un enjeu clé quand on a fini son projet de refonte ou de replatforming. Et un sujet surtout à bien préparer en amont, et un sujet un peu obscur. On sait jamais d'ailleurs juste en amont, c'est intéressant parce que quand tu fais des budgets e-com pour une refonte et un passage d'une plateforme à une autre, on demande toujours cette ligne migration, et avant d'avoir ouvert le capot, super dur. C'est hyper compliqué. Très dur à estimer. Et souvent, d'ailleurs, ça nous est arrivé de nous retrouver sur des budgets en concurrence avec des agences qui ne l'estimaient pas, qui ne le mettaient pas dans le budget. Et parfois, le client n'y pense pas, ça arrive. Quand on a une vraie maturité digitale auprès de notre interlocuteur, qui est vraiment l'interlocuteur est mature, on voit que c'est anticipé. Mais il faut vraiment l'anticiper, c'est vraiment un point crucial. C'est pas le point le plus sexy. On aime bien voir les nouvelles maquettes, on aime bien voir les nouvelles features, je vais pouvoir interfacer mon clavier, je vais pouvoir faire plein de nouvelles choses. Mais c'est vraiment un point vital parce que c'est garant donc on va pouvoir continuer à vendre les mêmes produits, c'est quand même assez basique. On va pouvoir continuer à être bien référencé, c'est important. On va, la redirection, nos campagnes vont toujours pointer sur nos bons produits, nos bonnes campagnes. Donc il y a ça aussi, parce que si tu as une campagne en SEA, tu fais ta migration, la redirection n'est pas faite, on clique, ton CPC il est mort, on est sur du zéro. Donc du coup c'est vraiment un vrai enjeu. Ton client doit pouvoir se reconnecter, oui. doit pouvoir retrouver ses anciennes commandes et ses anciennes factures le cas échéant, ce qui n'est pas toujours évident parce que tu as des enjeux de chiffrement quand tu passes d'une plateforme à une autre. Bref, la migration, c'est vrai que c'est pas le sujet le plus sexy, mais c'est un sujet qui est vraiment crucial et qui est en plus le dernier sujet avant la mise en ligne, parce qu'en général une migration, comme la donnée est vivante sur le site e-com actuel que vous avez, exact. Si on prévoit la migration une semaine avant la mise en ligne, on a une semaine de remigration à faire à la fin. Enfin voilà, c'est en plus un sujet un peu pas évident, et d'ailleurs on en parlera. De quelles données on migre à quel moment. Les données qui ont 5 ans, c'est facile de les migrer tout de suite. Les données qui ont quelques jours, justement, il faut peut-être le faire au dernier moment, quoi. Bref, comment est-ce qu'on commence ? Alors déjà, il faut mapper. Il faut mettre tout à plat, regarder la donnée. Dans l'idéal, avoir un accès à la donnée brute. Nous, c'est toujours ce qu'on demande. C'est vraiment super important d'avoir un accès à la base de données, de ne pas travailler sur des exports. Il faut être vraiment sur de la donnée brute, de regarder strictement comment chaque table est structurée, comment chaque champ, à quoi sert chaque champ. C'est bien de comprendre, il ne faut pas se dire ça sert à rien par défaut. Ça peut être un réflexe un peu simple, mais il faut faire attention à ça. Et puis se projeter de comment on va le faire rentrer dans la nouvelle plateforme. Comment ça va fonctionner dans cette nouvelle plateforme, et est-ce qu'on en a besoin ? Et voilà. La donnée brute, c'est important parce que effectivement, ce qu'on voit dans une interface admin, un back-office par exemple, c'est pas forcément ce qu'il y a dans la table. Et souvent dans les tables de données brutes, il y a vraiment beaucoup plus d'infos que ce qu'on voit dans son back-office. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir accès à la donnée brute, qui peut cacher des choses, des dates, des infos dont on aura besoin ensuite, quoi. Exact. On peut avoir aussi des problématiques de champs de texte enrichi, par exemple, où du coup la donnée ne va pas être brute, il va y avoir forcément un balisage HTML, donc pour mettre du texte en gras. Si cette partie-là a été surcouchée par la plateforme, c'est-à-dire qu'on a rajouté des éléments de mise en page, il faut voir comment on enlève ces éléments de mise en page pour les faire rentrer dans la nouvelle plateforme, pour ne pas se retrouver avec des éléments, des codants graphiques de l'ancien site. Avec du HTML dégueulasse. Voilà. Ok. Ça peut être invisible en plus. Et si c'est invisible, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact. C'est important de conserver un code bien lisible en termes de SEO, en termes de navigation, en termes de lourdeur d'affichage. Il y a l'éco-conception qui joue aussi, il faut faire attention à ce point-là. L'impact de l'éco-conception sur le SEO va être grandissant, évidemment. C'est le sens de l'histoire, donc il faut faire gaffe à ça. Et ensuite le mapping, donc on a accès à ces données brutes, il y a l'ancien système, il y a le nouveau système, et il faut bien faire matcher les datas. C'est ça, exactement, il faut faire matcher. Alors là, nous, une fois que le matching est réalisé, on réalise des migrations avec des outils. Donc ça va être du plugin WordPress, ça va être du Matrixify pour Shopify. Ça fonctionne très bien, ça couvre 90% de la data. Pour les 10 autres pourcents, il y a souvent besoin d'un retraitement.
humain, machine, automatisation. Les trois sont possibles. Dans un premier temps, on essaye d'automatiser parce que c'est quand même plus simple et puis c'est notre job, on aime bien ça. Et donc voilà, ça va être de faire un petit traitement avec un algorithme pour, voilà, si la collection est TVA 20%, on le rebascule dans le nouvel attribut. Enfin, voilà, c'est vraiment du matching de données très basique, on est dans des conditions simples, c'est des codes de quelques lignes, c'est pas méchant. Et si le code devient trop complexe, et selon le volume de données, parce que bien sûr un traitement humain sur 100 produits versus un traitement humain sur 40 000 produits, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas la même réflexion. Il faut toujours se dire, quand on va automatiser, combien de coûts de développement on va engager versus combien de temps prendrait un humain à copier-coller. C'est pas le job le plus drôle de la Terre, mais c'est vraiment important de faire ce calcul. On a déjà vu des aberrations chez nous où on avait des clients qui venaient d'agences où il y avait eu 15 jours qui étaient passés à développer un script de migration pour 100 fiches produits ou même 100 articles de blog. Franchement, alors c'est bon, une petite main, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit. Et ça se trouve, hein, vous allez sur Fiverr, on va trouver une petite main, on donne un accès, copier, coller, télécharger les images d'un côté, les uploader de l'autre, et ça prend 3 heures et c'est fait quoi. Exactement, faut vraiment arbitrer et voilà, moi je suis CTO, je dirige l'équipe tech, on est sur du développement, mais c'est important de prendre un peu de recul et de se dire, le développement n'est pas la réponse à tout. Quelqu'un me disait, mais on en parlera dans un autre épisode de cette série spéciale, un bon tech c'est un fainéant. oui, mais oui, dans plein de secteurs, je pense que dès lors qu'on est un peu dans l'ingénierie et qu'on a accès à la possibilité d'automatiser des choses et à la possibilité de faire des choses plus rapidement, la fainéantise est une forme de qualité. On a trouvé la donnée brute, on a mappé avec le nouveau système, on a choisi de faire une migration automatisée, humaine, par machine, par script, et on va se lancer dans cette migration. Mais avant ça, évidemment, sauvegarder la donnée, un backup des bases de données, de la data où qu'elle soit, et du site, non ? Du site dans sa totalité. Moi, je préconise de baisser la formule de hosting sur laquelle on est, bien sûr, parce qu'il n'y aura plus de visite, de conserver le back, de ne le rendre non indexable, bien sûr, et avec un mot de passe, voilà, ou si on garde le site front, voilà, de le rendre non indexé et avec un mot de passe. Dans tous les cas, on conserve le back avec ses accès. C'est important parce que dans une migration de données, ok, c'est bon, on a bien récupéré les commandes, tout roule. Mince, il manque les lignes de tracking pour tel transporteur, ça n'a pas été migré. On ne sait pas pourquoi. Dans l'ancien site, elles y sont. Manuellement, on va le récupérer pour suivre la commande de Monsieur Kretz qui attend son colis. Et puis, dans le cas de force majeure, un rebascule d'URL pour passer sur l'ancien site si jamais il y a un rollback de toute façon. Dans le développement. Le rollback, c'est revenir en arrière sur une version précédente de développement ou de. Exactement. Dans le dev, on fait ça tous les jours. C'est dans nos process. C'est naturel d'avoir du versionning et d'avoir des versions et d'avoir cette possibilité de faire un rollback. Le rollback ultime, c'est de revenir sur l'ancienne plateforme. C'est pas arrivé. C'est arrivé sur des dossiers dont on a entendu parler, où il y a eu un site off pendant 12 heures ou 24 heures. La semaine dernière, on me disait, voilà, mon site était off pendant 24 heures, je pouvais pas vendre. Pourquoi t'as pas rollback ? On était sur une migration, mais sur la même prod, quoi. On a mis le thème, on n'a rien changé, on était sur une refonte plus qu'une migration replatforming. Donc, plutôt que de faire une copie, un fork, en fait, une copie, et de mettre 2 URL, et à la fin, on échange, ce qui peut permettre de rééchanger dans l'autre sens, on a mis à jour. Et là, bien sûr, la problématique du rollback, puisque revenir sur le code et revenir à l'ancienne version du code, c'est OK. Mais une fois que tu as changé toutes tes données, faire le rollback pour remettre tes données dans l'ancienne version, c'est pas la même chose. Non, et imagine l'enfer si en plus tu as une nouvelle version live quelques heures ou quelques jours, tu réalises en fait qu'il y avait un énorme bug que tu n'avais pas vu, tu dois faire un rollback et tu as du coup le rollback de la data. Quel enfer. On touche du bois. J'ai fait mon backup, j'ai mis mon vieux site accessible mais protégé par mot de passe et un no-index important sur une URL un peu cachée. J'ai fait mon audit, j'ai fait mon ping, j'ai lancé ma migration avec un outil ou avec un script qu'on a développé. Je vais me tourner les pouces à droite, à gauche. Déjà, la migration, il faut la faire 2 fois. Une fois qu'on a tout développé, il faut la faire une première fois, la tester sur la pré-prod
Et il faudra la faire, comme tu le disais, au moment du live. Donc là, vraiment, il faut faire gaffe à ça. Après, sur des grosses bases de données, il faut prévoir une migration incrémentielle pour venir incrémenter la data en live tout le temps, ce qui permettrait du coup, au moment de la migration, la bascule serait complètement transparente. Donc ça, c'est dans les cas où on a des grosses bases de données. Sur des petites bases de données, on peut se permettre de couper le site quelques minutes et de faire cette bascule. Dans tous les cas, une fois qu'on a fait cette migration, qu'on a accès à la pré-prod, le site est visiblement le même. Il faut quand même regarder si toutes les données remontent via les data layers, du coup, à nos outils de tracking. Parce que ça, c'est aussi important d'avoir ce bon suivi des conversions. Et donc ça, c'est une partie un peu invisible. C'est quoi le data layer ? Le data layer, du coup, c'est toute la couche de données, donc tout ce qu'on va remonter comme données à Google Ads, à Facebook, à LinkedIn, si on fait du ads, pour lui dire, voilà, le client, le visiteur, du coup, est devenu un client et il a acheté pour tant d'euros. Après avoir visité 4 pages, après s'être connecté en SSO. Tous les paramètres qui vont nous permettre après, dans la plateforme, d'optimiser notre campagne. Et du coup, même maintenant c'est à l'IA, on n'optimise plus vraiment nous-mêmes nos campagnes dans beaucoup de cas, mais vont permettre d'avoir cette optimisation. Et du coup, si on ne remonte pas bien la donnée, l'impact financier peut être quand même assez important sur des sites e-com. Donc, le recettage doit être fait lors de cette première migration où on va s'assurer que tout rentre dans les cases, et puis régulièrement jusqu'à la mise en prod. Tu as dit, et c'est vrai que nous, c'est les conseils qu'on donne, hein, on se pose la question d'une migration humaine, automatisée, par script, par outil, en fonction du volume de données, en fonction de la structure de données. Parfois, on peut avoir des structures relativement complexes, où en fait, ça marche pas avec un outil parce que c'est pas standard. Selon les enjeux marketing et SEO, ça c'est ce que tu viens de dire. Sur le SEO, évidemment, il faut penser à un bon plan de redirection. Le plan de redirection, c'est ce qui va dire à Google que ce qui était à tel endroit avant est maintenant à tel endroit. Si vous ne le faites pas, et là aussi il y a des outils, hein, ça se fait. Alors, ça peut se faire à la mano, c'est assez chronophage et à faible valeur ajoutée. Si jamais c'est vraiment complexe, mais sinon il y a plein d'outils pour le faire. Et surtout, c'est des économies sur les campagnes que vous avez en cours après, et puis tous les efforts que vous avez mis en SEO jusqu'à présent. Donc pensez à bien remonter le data layer. Et tu l'as dit, hein, alors on l'a abordé dans un autre épisode de cette série spéciale tech sur les outils qu'on choisit de refondre ou pas lors de cette refonte ou de ce replatforming. Là, c'est pareil pour la data. J'ai un site qui a 20 ans de e-com. Il y en a, hein. Ouais, Et ben j'ai des commandes, des clients, des factures, des logins clients, des fiches produits, des catégories. C'est peut-être aussi le moment de choisir ce qu'on. c'est le moment de cleaner, N'importe, d'unifier la donnée, de regarder si tout est valable. C'est aussi valable dans le data layer. Est-ce que toutes les variables qui remontaient à nos plateformes de conversion sont encore utiles ? Est-ce que finalement il n'y a pas un petit encrassement ici ? On a eu l'évolution de Google Analytics vers du GA4, on a eu des systèmes de consentement de cookies aussi qui ont changé. Est-ce qu'on doit tout répliquer ou est-ce que c'est pas le moment aussi de tout mettre à jour ? Donc ça, c'est vraiment important. Tu as parlé de quelques outils, tu me les redonnes ? On a Matrixify sur Shopify qui marche très bien. Sur WordPress, on a un WP import-export qui marche bien aussi. Il y a une version pro qui n'est pas très chère pour les deux solutions. Sur PrestaShop, j'ai pas de solution en tête, mais il doit y avoir l'équivalent. Oui, il doit y avoir l'équivalent. Là, il faut bien regarder sur les plateformes. Si vous voyez des apps, des plugins qui ont 3 notes, même si elles sont à 5 étoiles, je conseille quand même de prendre des outils qui ont beaucoup de notes. On le voit sur Matrixify, c'est un outil reconnu. Tout le monde en parle, tout le monde le connaît. C'est important parce que quand même, c'est des enjeux de... C'est assez simple finalement de prendre une donnée à gauche et la remettre à droite. Mais dans tous les détails, dans tous les cas d'usage, les encodages différents, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, et d'avoir un outil qui a beaucoup de recul, c'est quand même mieux. On peut, je pose la question parce que j'ai moi-même pas forcément la réponse, migrer des mots de passe ? C'est à éviter. En fait, tu peux migrer un mot de passe. Donc, comment je fais pour que mon client... Si tu fais pas de replatforming, tu peux imaginer conserver les comptes clients parce que tu vas conserver la base de données. Tu pourrais migrer des mots de passe entre deux plateformes si tu gardes la même clé de hachage, le sel du mot de passe en fait. C'est quand même à éviter de migrer un mot de passe. Donc on demande à nos clients de se reconnecter, de réinitialiser un mot de passe. C'est ce qu'on fait nous dans tous les cas. Ok. C'est un frein, non ? C'est une friction ? C'est une petite friction, ça permet aussi plus de sécurité. d'envoyer un email, de renouveler l'opt-in quand il va se loguer. C'est aussi la possibilité de lui dire regardez, on a changé. Faisons-en un avantage, ouais.
T'as vu des difficultés, des frictions par moment dans les migrations? Elles étaient dues à quoi? Principalement aux encrassements de la donnée, ça veut dire qu'on va avoir une donnée qui avait déjà été migrée. Ça veut dire que tu vas récupérer. On parlait tout à l'heure d'une migration, du coup, on remet la donnée à blanc. Mais tu peux aussi ne pas la remettre à blanc et la mettre un petit peu à l'arrache, entre guillemets, dans la nouvelle base de données. Et là, du coup, toi, tu vas récupérer un projet. Tu vas regarder les 1000 premières fiches produits pour regarder comment ça marche. Automatiquement, tu vas faire tous tes tests dessus. Ok, ça marche. Il y a des fiches produits qui datent de beaucoup plus longtemps. Et du coup, là, tu n'as pas la même donnée. Et ça peut être vraiment un truc qui te pop à la figure en fin de projet. Et ça, c'est risqué. Et puis aussi, ça peut être de mal estimer les interventions qu'il va y avoir sur la donnée, de dire voilà, ça va être assez simple de traiter ça dans un champ méta et finalement il faut un méta-objet, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais ça s'anticipe plus que la donnée encrassée, qui est plus dur à anticiper. Tout est migré, tout est testé. On a fait de la migration. Mince, le terme m'échappe, mais en gros, incrémentiel jusqu'au dernier moment. Le site est prêt à être mis en live, mis en prod. Yes. Tourner la clé. Comment est-ce que je prépare ce go live? Déjà, on teste. C'est super important. On serre un peu les fesses parce que quand même, on se dit, on n'a peut-être pas tout testé. Donc, et puis, préparer le go live, non, c'est des tests. Il n'y a que ça. C'est vraiment de tester tous les cas d'usage. Ce qu'on n'imagine pas être un cas d'usage. On se dit, non, mais personne ne fait ça. Si. Il y a toujours quelqu'un qui va le faire. C'est possible. C'est la loi de Murphy. Si on peut le faire, ce sera fait. Cool, super. Merci Kevin et merci. Au prochain épisode.